Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zone de Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, sers-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun. Chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Bruno Michon, qui est docteur en sociologie, chargé de recherche et développement à l'École supérieure européenne de l'intervention sociale à Strasbourg. Il est spécialiste des religions, sa thèse y a été consacrée, mais également des dérives de la laïcité et de la radicalisation. À l'École supérieure européenne de l'intervention sociale, donc les EIS en sigle, Bruno est responsable d'un projet intitulé JAMES, qui veut dire Jeunes, Agir, Monde, Expérience, Société, dont nous allons parler ce soir. Bonsoir Bruno, bienvenue à Zone de Confort. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Chris, ça va super bien. Merci de m'inviter chez toi, dans ta zone de confort. On s'y sent bien. Merci. Alors, comment expliquerais-tu en quelques mots le projet JAMES? Le projet JAMES, c'est un projet qui a été monté pour accompagner vers la formation, vers l'emploi, vers trouver une place dans la société des jeunes qui ont entre 16 et 29 ans et qui sont sans emploi, sans formation, sans stage. C'est ce qu'on appelle, en bon langage européen, les NEETs. Neither in employment, in education, or in training. Voilà, donc c'est un projet qui s'adresse à ces jeunes-là. Tu as parlé de NEETs, mais nous sommes en France, du coup. Pourquoi l'anglais et pas le français? Parce que c'est un acronyme qui vient de l'Angleterre, du Royaume-Uni, qui a été développé dans les années 2000 pour catégoriser, parce que on aime toujours bien dans le monde de l'insertion professionnelle les catégories, pour catégoriser un public au départ de 16-18 ans, et puis au fur et à mesure ça a été élargi pour arriver aujourd'hui jusqu'aux 16-29 ans, parce que à cette époque le Royaume-Uni se demandait mais comment ça se fait qu'on ait autant de taux de chômage chez ces jeunes-là, et donc ils ont développé ce concept de NEETs qui, je pense qu'on y reviendra, ne nous parle pas beaucoup dans James, puisque ça amalgame des situations qui sont extrêmement différentes. D'accord. Et pourquoi le sigle JAMES et qu'est-ce que la spécificité de NEETs au cœur du projet JAMES? Alors pourquoi le sigle JAMES? Alors c'est pas société, c'est solidarité, le S à la fin. D'accord. Désolé, c'est moi qui ai fait l'erreur. Non, mais il n'y a pas de souci. On avait hésité avec société, donc tu t'es pas complètement trompé. C'est en discutant avec un bon ami que je crois, Chris, tu connais aussi, qui s'appelle Thierry Gogol d'Allondance, avec qui on réfléchissait, mais comment nommer ce projet. Et puis, en trouvant un peu les mots-clés qui nous parlaient pour ce qu'on avait envie de mettre dans ce projet, on est arrivé en fait à construire l'acronyme JAMES. On trouvait ça chouette, on trouvait ça entraînant, on trouvait ça, voilà, il y a un petit côté cool. Donc c'est comme ça que James est né. Voilà. Et donc ensuite les NEETs, en fait, c'est vrai qu'il y a une dimension dont j'ai pas encore parlé, c'est d'où vient l'argent de James. Eh bien, l'argent de James vient de crédit européen, donc du fonds FSE. Et dans le FSE, on a une enveloppe spécifique pour les NEETs. Mmh. Cette enveloppe spécifique en France, elle s'appelle Initiative pour l'emploi des jeunes. Et donc c'est dans cette enveloppe par cette enveloppe que James est financé, et plus particulièrement par l'enveloppe qui est gérée par la région Grand Est. Et donc c'est eux qui nous financent ce beau projet. D'accord. Quelle est l'originalité du projet James par rapport à d'autres projets financés par l'Europe? Alors on peut peut-être, effectivement, je pense que le projet est assez original. Dans l'absolu, parmi tous les projets qui s'adressent à cette population-là, je crois que l'originalité, c'est que c'est un projet qui est sans engagement pour le jeune. Mmh. C'est assez rare. Souvent, on demande aux jeunes qui profitent, entre guillemets, de ce type de projet-là de s'engager.
C'est un projet pour nous qui est sans obligation de résultat, et ça c'est fondamental. On a le droit de se planter et on sait à quel point le public qu'on prend en charge il est fragile, il est vulnérable, qu'il a le droit à l'erreur. Et dans beaucoup de projets en fait qui sont soumis à obligation de résultat, on va devoir faire du chiffre. On va devoir justifier qu'on a réussi à mettre 50% en emploi, 20% en insertion, 20% en formation, peu importe les chiffres, mais pour dire voilà, il va falloir qu'on justifie. Nous, on n'a pas du tout cette pression-là, donc on est très détendu par rapport à ça, et ça nous permet vraiment d'accompagner les jeunes au plus près de ce qu'ils ont envie, de leurs désirs, de leurs besoins. Comment ça marche, James? Quel objectif, quels moyens humains, logistiques et financiers? Là, c'est vrai que c'est moi qui parle de James, mais en fait, une grosse partie, la plus importante de James, c'est pas moi, c'est Ophélie Meyer et Renaud Tchudi, qui sont mes deux collègues sur ce projet-là. Ophélie, elle est anthropologue et psychologue clinicienne, et Renaud, il est de formation éducateur spécialisé. Et c'est avec eux vraiment qu'on a construit ce projet-là. Donc il faut vraiment avoir ça en tête parce que ce projet est né de cette très belle rencontre entre Ophélie, Renaud et moi-même. Et eux, leurs compétences et leur parcours, leur expérience les a amenés à être très proches des milieux alternatifs de Strasbourg et des milieux, on va dire, de la marge, quelle qu'elle soit, à être très à l'aise dans ces milieux, à avoir un réseau extrêmement développé. Et donc James s'appuie sur leur expérience et sur leur parcours. Et donc, ce qu'on va proposer aux jeunes qui intègrent James, c'est d'abord une phase où ils vont découvrir 1001 choses à travers plein d'ateliers. C'est la phase qu'on appelle de papillonnage. On va pouvoir, le jeune va pouvoir faire de la bijouterie, va pouvoir faire du théâtre, de la guitare, de la sérigraphie, de la mécanique, du BTP. Le but n'est pas forcément d'apprendre un métier, le but n'est pas uniquement d'acquérir des compétences, le but c'est de susciter le désir, de remobiliser le jeune dans quelque chose de positif. À la fin de chaque atelier, il va sortir avec un truc à lui. S'il va à l'atelier bijouterie, il aura une petite bague. S'il va faire l'atelier guitare, il aura une guitare. Voilà. Et en tout cas, il y aura toujours quelque chose de positif. Donc l'objectif, c'est de se faire plaisir et de se remobiliser, de voir de l'espoir, parce que c'est quand même quelque chose qui caractérise un peu beaucoup des jeunes qu'on croise dans James, c'est qu'ils sont un peu bloqués dans leur vie et que là, on va essayer d'ouvrir des horizons. Donc ça, c'est vraiment la première phase. Et puis dans la deuxième phase, on va plus travailler avec lui. Voilà, une fois qu'on a remobilisé, s'il le souhaite, il y a des jeunes qui resteront en première phase parce que ils sont pas prêts. Et s'il le souhaite, de s'insérer professionnellement. Et pour ça, soit il a déjà les diplômes nécessaires. Donc dans ce cas-là, on va l'aider par des stages, à trouver un employeur. Soit s'il n'a pas les diplômes, à trouver la formation qui lui conviendrait. C'est vrai que pour beaucoup d'entre eux, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas mis les fesses sur une chaise d'école et ça leur fait un peu peur la formation. Donc on va essayer de trouver avec nos partenaires, Pôle emploi, les missions locales, vraiment la formation qui conviendrait et on va les aider à la financer si c'est payant, à trouver un patron pour une alternance si c'est le cas. Donc on va vraiment travailler avec lui là où il en est, là ce qu'il est capable de faire, ne pas brusquer les choses. Et puis une fois qu'il rentre en formation ou en emploi, on va l'aider un peu pendant les premiers mois, parce que c'est pas évident de changer de vie comme ça d'un coup, de se retrouver en formation ou en emploi. Et on pense que c'est vraiment super important de pas les lâcher à ce moment-là, alors qu'on peut se dire que c'est bon, on a fait le job, mais il faut tenir encore. Voilà. Selon toi, qu'est-ce que le projet a déjà apporté auprès des jeunes inscrits dans ce dispositif? Donc le projet il a 6 mois, donc c'est à la fois ça, on commence à avoir un peu de recul, mais c'est encore très jeune. Là on accompagne actuellement 26 jeunes. Sur ces 26 jeunes, allez, on va dire il y a 20 jeunes pour qui on a un peu de recul.
Alors on a, on va dire, on a un peu trois, quatre cas de figure. On a un premier cas de figure où on a vraiment le truc parfait, hein, comme dans les livres. Tout ce qu'on avait écrit qu'on allait faire, ça marche parfaitement. Donc ça, on est super content. Le jeune se remobilise. Il va trouver un job où il va rentrer en formation et on le voit s'épanouir au fur et à mesure du projet. Et là, on est très heureux et voilà. Donc ça, on en a un certain nombre qui sont dans ce parcours-là. On a ensuite des jeunes où on va constater que les fragilités de leur parcours font que ça va prendre du temps. Et donc qui sont encore dans cette phase d'atelier, qui vont peut-être commencer à envisager de faire un stage ou deux pour découvrir un métier, peut-être aller faire une petite immersion dans une formation qui leur plairait bien, mais on sent que c'est compliqué, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, il y a quand même cet espoir qui n'était pas ouvert avant et qui s'ouvre. Donc il y a du positif. Et puis après, il y a des jeunes qu'on n'a pas réussi à accrocher. Il y en a pas beaucoup. On parle de 2-3 jeunes. Ça nous rend à chaque fois un peu triste parce que il y a toujours un ratage. Alors il y en a que c'est pour des bonnes raisons. Donc ça peut être par exemple des jeunes qui n'avaient pas de papier et qui en ont reçu et qui en fait très vite vont trouver un emploi et qui disent non mais c'est bon en fait maintenant. D'accord, parce que pardon de t'interrompre, parce que le projet c'est pas seulement les jeunes européens mais aussi des étrangers qui vivent en France. Ça c'est vraiment un cadeau que nous fait l'Europe. Hein. Je vais dire du bien de l'Union européenne parce que pour le coup ils nous demandent pas de la nationalité des jeunes. D'accord. Et ça nous permet vraiment d'accompagner des jeunes qui sont souvent à l'arrêt complet, hein, des jeunes sans papier. Qui n'ont le droit de rien faire. Et nous, on va pouvoir assurer la transition justement avant qu'ils obtiennent leur papier pour leur permettre de pas perdre leur temps parce qu'ils ont souvent une envie folle de travailler, de se former. Et donc, on va leur permettre ça. En tant que responsable du projet James, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être amélioré? Je sais que... il est parfait, Chris, ce projet. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, en tant que responsable du projet, et là, je pense qu'il y a un certain nombre d'outils administratifs qu'on pourrait améliorer, mais c'est pas très sexy, alors je vais pas trop en parler. J'invite d'ailleurs mes charmants collègues Ophélie et Renaud à remplir les documents administratifs qu'ils doivent remplir. C'est un appel du pied. Non, plus sérieusement. Ce qu'on peut améliorer, je crois, c'est une bonne question parce que on se cherche encore. Donc, pour te faire une réponse claire, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on peut avoir une dimension collective plus forte. C'est-à-dire que pour le moment, les ateliers, c'est des petits ateliers de 3-4 personnes. On est en train de construire des ateliers plus collectifs à une quinzaine autour de projets spécifiques et je crois que c'est vachement important pour créer une synergie, une dynamique. Et moi je crois vraiment à un truc que les Allemands appellent le Hilfe zur Selbsthilfe. Donc on pourrait dire de s'aider à s'aider soi-même, aider à s'aider soi-même. C'est-à-dire c'est de l'empowerment, quoi, que les pairs, entre eux, s'aident, les pairs PAIR, se soutiennent mutuellement et se font progresser ensemble, cheminent ensemble. Et ça, je trouve ça vachement intéressant quand on est dans le collectif. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler de manière beaucoup plus forte. Ouais. Quel a été ton ressenti au démarrage du projet et maintenant que tu as entendu les histoires de chaque jeune inscrit dans James, parce que je suppose que tu as eu le temps d'écouter chaque étudiant pour mieux l'orienter. Ouais, c'est la partie que je préfère de ce projet-là. Alors on va pas se mentir, hein, j'y allais un peu à reculons, comme tu m'as présenté. Moi, je suis sociologue des religions, alors que vient faire un sociologue des religions dans un projet pour des NEETs.
Je me suis longtemps posé la question. Et puis, moi, je crois vraiment que c'est cette rencontre avec Ophélie et Renaud qui me convainc tous les jours que ce qu'on fait est super. Eux, leur travail est formidable. Et moi, j'ai le sentiment d'être utile à leur côté. C'est-à-dire de tout faire pour qu'ils puissent faire ce qu'ils savent faire, accompagner des jeunes. Et aussi de les aider dans cet accompagnement. Parce que je pense que j'apporte quelque chose que je m'attendais pas à pouvoir apporter. Qui est peut-être un côté un peu plus cadré, de représenter un peu ce cadre. Et certains jeunes, je crois que c'est important pour eux qu'il y ait aussi quelqu'un qui représente ce cadre. Et qui livre des choses peut-être à moi plus qu'à Ophélie Renaud parce que je représente quelque chose qui est différent. Donc on se complète, je pense très bien. Donc j'y allais à reculons et aujourd'hui j'aime énormément ce projet et j'aime beaucoup. Là je sors, hein, pour être honnête, d'une séance de coiffure par un des jeunes de James. Qui a raté son CAP coiffure parce qu'il était, comme il dit, jeune et con, et à qui on a financé du matériel de coiffure et qui là se remobilise comme jamais, qui est heureux comme jamais de pouvoir couper des cheveux, qui va très certainement retrouver une formation pour devenir coiffeur, et je crois qu'il est talentueux. Alors ça se voit pas forcément parfaitement, mais il a beaucoup de talent, je crois. Et ben cette rencontre là, j'étais assis 2 heures dans sa chambre, dans un squat de Strasbourg. Voilà, moi en fait ça me fait vibrer vraiment fortement. Et j'aurais plein d'anecdotes comme ça, de petits moments où on se sent utile, et puis on apprend énormément à leur côté de tous ces jeunes. C'est des parcours de vie tellement fous. On en croise au final très peu quand on est de ma catégorie socio-professionnelle, de ma couleur de peau, etc. C'est très riche. En même temps, je trouve ta coiffure stylée. Après, il y a un petit défaut, mais ouais. Bref, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus en découvrant l'histoire de chaque jeune? Qu'est-ce qui m'a impressionné le plus? Il y a beaucoup de choses. Alors déjà, je dirais on le sait quand on est sociologue parce qu'on lit des choses dessus. Quand on l'entend dans la bouche d'un jeune, c'est différent. C'est le mal que peut faire une institution. C'est-à-dire je pense à l'éducation nationale, je pense à la partie à la protection de l'enfance. Alors, je jette pas la pierre, je dis juste dans ces parcours-là, ça a été une catastrophe. Et ça les a amenés à la rue, ça les a amenés à la drogue, ça les a amenés à des addictions qui sont hyper compliquées, dont ils ont du mal à se sortir, et c'est souvent ce qui revient en permanence, c'est ce sentiment d'avoir été classé comme le gros nul, et ce tampon là qui leur colle à la peau durant toute leur scolarité fait qu'ils s'en sortent pas. Donc il y a et ensuite plus tard le Pôle emploi qui leur remet une couche. Enfin voilà, il y a ce sentiment d'être en dehors et d'être lâché par la société. Ce sentiment-là, je trouve qu'il est très dur à entendre, et dire que leur mettre la responsabilité sur les épaules ne sert à rien, et acculer ces institutions qui font le mieux qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont ne sert à rien non plus. Mais voilà, ça c'est dur. Et l'autre aspect qui est peut-être plus positif, c'est l'énergie folle qu'ils sont capables de déployer. De les voir, le jeune qui m'a coupé les cheveux, de le voir s'enthousiasmer pour ça, de voir quelqu'un s'enthousiasmer pour de la couture, de voir quelqu'un s'enthousiasmer pour du tatouage, y faire des choses formidables, de voir voilà que dans ces parcours chaotiques, il y a une étoile, qui ne demande qu'à s'allumer, qui est d'ailleurs souvent déjà allumée, elle n'est pas toujours éteinte, et de voir ça, moi ça me rend très heureux. Cet enthousiasme, à ton avis, est dû à quoi? Est-ce que, selon toi, ça pourrait être parce qu'ils considèrent le projet James comme étant une seconde chance pour ceux qui ont, par exemple, n'ont pas pu continuer les études?
Ouais, je pense qu'il faut pas surestimer ce qu'on fait. Je pense qu'il faut pas le sous-estimer non plus. Mais je pense c'est pour beaucoup des jeunes qui ont déjà plein d'envie, mais on leur a jamais donné le cadre pour le faire. Mhm. Et je pense que James, il permet ce cadre. Donc on est là en fait pour soutenir ses désirs et ses envies. Et vu qu'on a les moyens de le faire grâce au financement, ça permet des très belles choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose ouais, sur lequel je tiens à insister, quoi. Comment pourrait évoluer ce projet dans 5 ou 10 ans? Alors, c'est rigolo parce qu'on en parle beaucoup en ce moment avec les collègues. Euh, Moi, je pense qu'on tient quelque chose là qui est original, qui est très certainement finalement moins cher que financer le RSA de ces jeunes pendant les 15 prochaines années ou de financer je sais pas quoi, mais en tout cas ce sont les problèmes d'addiction, etc. Donc il y a quelque chose là qui se joue qui me semble très intéressant et l'expérience qu'on en fait, qu'on va documenter grâce à la recherche qui est associée au projet James, je pense qu'il va falloir diffuser cela. Je pense que ce qui est important, c'est que ce projet reste quelque chose de petit, mais qu'il essaime. Je pense que ce qui est important, c'est que chaque personne qui travaille dans ce projet connaisse tous les jeunes, qu'on puisse échanger autour de ces jeunes, qu'on puisse travailler ensemble, élaborer le parcours avec eux. Et pour ça, il faut que ce soit une toute petite, ce qu'on appelle une file active, une toute petite promotion, une vingtaine de jeunes. Et ça fait que ça ne peut être que de l'essaimage. On peut pas grossir. Ça serait trahir l'idée du projet et la qualité de ce qu'on arrive à faire. Par contre, soutenir d'autres partenaires pour monter des projets similaires, convaincre les collectivités territoriales de financer des projets sans obligation de résultat, ça me semble quelque chose d'extrêmement important et nécessaire pour la suite. Et même peut-être avant 5 ou 10 ans, ça va venir très vite puisqu'on est financé que pour 2 ans. Nous. D'accord. Je suis spécialisé de la laïcité et de la radicalisation. Tu travailles à l'ESEIS, donc qui est une école du travail social. C'est une question bête. As-tu une expérience du travail social? Et en quoi le projet James t'a rapproché du travail social? Alors, c'est une très bonne question, puisque effectivement, la grande originalité de mon poste ici, dans cette école de travail social, c'est que moi, je ne suis pas travailleur social, je ne l'ai jamais été. Et que donc, ça fait 7 ans que je travaille ici, et que je travaille avec énormément de travailleurs sociaux qui me parlent de ce qu'ils font, avec beaucoup d'usagers du travail social qui me parlent de ce qu'ils font avec les travailleurs sociaux, sans jamais moi-même avoir été travailleur social. Donc, par exemple, j'entends parler de la bonne distance, j'entends parler de relations éducatives, j'entends parler de la difficulté de la charge administrative dans le social, j'entends parler des actions par projet qui ne permettent pas de penser la pérennité. J'entends parler de plein de choses que j'intègre dans mes recherches et dans mes réflexions, mais que je n'ai jamais vécu. Et donc là, en fait, en devenant un peu chef de service d'un projet socio-éducatif, je mets la main vraiment dans le cambouis. Et je comprends tout ce qu'on me disait. Qu'est-ce qui se passe quand tu es face à un jeune qui te raconte sa vie et que tu te sens fondre, tu fais mais tu sais pas où tu vas vivre ce soir. T'as envie de lui dire mais viens à la maison. Mais tu sais qu'il faut pas faire ça. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Et ben voilà, bam, la distance, elle arrive. Tu la vis. Tu comprends tout ce qu'on te dit. La relation éducative, quand tu vois qu'il se passe quelque chose dans ta relation, que le jeune, il va vibrer avec toi, qu'il y a quelque chose qui se joue là, qui se noue. C'est quelque chose d'incroyable. Alors des choses que j'avais déjà travaillé quand j'étais animateur, parce que je suis j'étais animateur socioculturel pendant assez longtemps. Mais là, on est dans encore autre chose. Hein, dans la relation éducative, on est encore au-delà. Et je crois que ça va me permettre, en tout cas, dans mes futurs projets, de beaucoup mieux comprendre ce qu'on me dit
quand on me parle de travail social. Très bien. Je te remercie Bruno, merci d'avoir accepté mon invitation à Zone de Confort et j'espère te recevoir une prochaine fois. J'accepterai avec grand plaisir. Merci beaucoup Chris. Merci. Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast tente, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram, zondeconfort.podcast.